Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour David. Bonjour à vous, bonjour Martin, bonjour Aline, bonjour tout le monde. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour David, bonjour tout le monde. On se retrouve autour de la table avec un jeu de société qu'on connaît bien, que vous avez déjà vu forcément sur notre chaîne, parce qu'on l'a montré, on en a parlé énormément dans nos formats, dans nos discussions. C'est un jeu qui a marqué l'année dernière, Heredity, dont tu es l'éditeur. Oui. Avec Daruka, tu n'es pas tout seul, hein, vous êtes quelques-uns à avoir travaillé sur ce jeu, surtout des auteurs aussi qui ont travaillé sur ce jeu. C'est un jeu de Jérôme Kans et Laurent Cobel. Exactement. Et qui est illustré par, j'allais dire pas mal de monde, mais non, pas tant que ça en réalité. Alors, Tania il y a Sanchez-Fortin. Il y a Florian de Gézincourt qui a fait la couverture, Tania Fortin-Sanchez qui a fait l'essentiel des illustrations, Oui, et Aurélien qui a travaillé aussi, qui a fait des personnages et des objets. Et sur l'extension que tu as en main, il y a Guillaume Tavernier qui a rejoint l'équipe pour faire les plateaux. Parce qu'on vous présente une extension que j'ai en main. Heredity, Souvenir, c'est la suite des aventures de notre famille que nous avons accompagnée dans le premier épisode d'Heredity. C'était une histoire un peu sombre, hein, quand même, oui. Assez intense, dans laquelle il y a eu... on a vécu des grandes aventures. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Rassurez-vous, on ne va pas vous spoiler du tout sur le contenu de ce qui s'est passé dans la première boîte. Ça tombe bien. Mais si on veut savoir ce qui se passe dans la première boîte... On a déjà fait une vidéo, bien sûr. On a déjà fait une vidéo, donc allez la voir sur la chaîne. Et c'est assez facile de ne pas spoiler, parce qu'en fait, cette histoire-là, elle ne se passe pas après. Elle se passe avant. Elle se passe avant. Elle raconte les prémices, le préquel, comme on dit régulièrement, de l'aventure. Comment nos personnages se sont retrouvés dans la situation où ils étaient au début de la première boîte. C'était quoi cette situation? Si on veut la résumer très rapidement, là c'est pas un spoil, là, c'est le début de l'histoire. Le début de la première boîte, le livre de Swann, cette famille, la même que vous voyez là, mais 10 ans plus tard, s'est installée dans une ferme et vit en autarcie à l'écart d'un monde un peu dur. Et l'histoire démarre avec des gens qui viennent vous bousculer et vous attaquer chez vous. Et c'est tout. Et on sait pas ce qui se passe. On sent que le monde n'est pas très optimiste. Il y a des problématiques, tout, on ne connaît pas du tout lesquelles. C'est vraiment ce genre d'aventure où on se retrouve, on se réveille en famille, on sait qu'il y a des choses, il va falloir découvrir ce qui se passe. Et là, une fois qu'on a vécu l'aventure, on a envie de savoir comment on en est arrivé à cette situation également. C'est ce qu'on nous raconte dans cette petite extension. Dans cette vidéo, on va jouer un petit peu, on va vous montrer un extrait de ce qu'on a joué juste avant la vidéo. Comme ça, vous aurez la possibilité de regarder un début de partie si vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez directement commencer par ça. C'est pas la peine d'avoir vu la première vidéo, même si elle existe sur notre chaîne. Ça marche aussi. On peut d'ailleurs on pourrait, je sais pas si tu le conseilles, on en parlera après, commencer par cette boîte-là pour découvrir le jeu. Ensuite, on parlera ensemble. Oui. On va prendre du temps pour échanger, pour parler de l'aventure aussi, parce que c'est une vraie aventure qui a duré un certain temps. Je commence directement par cette question. Est-ce qu'on peut jouer directement par cette extension? Oui. Oui, c'est vrai. Les deux histoires sont faites exprès pour qu'il n'y ait pas de spoil entre l'une ou l'autre. Si vous démarrez maintenant Heredity, vous avez tout à fait le choix de commencer par la première, par l'extension. Et dans ce cas-là, vous allez jouer 2 morceaux de la vie de cette famille de manière chronologique. Ouais. Ou alors de jouer dans l'ordre de parution et d'avoir d'abord le livre de Swann, qui est l'histoire principale, et ensuite un souvenir de cette famille-là dans lequel vous allez être acteur. Est-ce que c'est ce que tu conseilles, toi, de commencer par la petite boîte? Parce qu'il n'y a pas les règles dedans, hein. On ne pourra pas acheter que cette boîte et commencer par ça. Non, c'est pas un stand-alone, on a quand même besoin de la grande boîte, parce qu'il manque les règles, mais il manque aussi tout le petit matériel qu'on voit là, les pions en bois, les jetons qu'on utilise, les socles pour les standees. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a 2 choses, c'est qu'on profite quand même pas mal de l'expérience de la première boîte sur la partie souvenir, donc probablement qu'il y a des choses qui seront un peu plus fluides là-dessus, mais il n'empêche que c'est quand même... fait pour des gens qui maîtrisent quand même un peu le jeu. Ben oui. Donc si vous avez l'expérience de la première boîte, peut-être voilà. Donc ça va vraiment dépendre de si on est à l'aise, si on a l'impression qu'on a bien compris le jeu. En tout cas, d'un point de vue narration, commencer par l'un ou par l'autre, ça change pas grand-chose. Voilà. On vient de jouer là. On vient de jouer au début de cette petite extension Souvenir. Donc on a la mise en place, un peu plus que la mise en place, on a commencé à avancer sur le plateau. Rassurez-vous, on va pas vous spoiler, mais c'est vrai qu'on a déjà fait quelques tours du début de l'extension. Dans cette petite boîte, on a plusieurs scénarios. 2 scénarios, exactement. Et là, ce qu'on a fait là, c'est à peu près la moitié du premier scénario, qui est vraiment l'introduction, la découverte du lieu, la découverte des problèmes qu'on va devoir résoudre. Là, il n'y a quasiment pas de spoil, vous n'avez pas du tout avancé dans l'exploration, dans les actions à réaliser, dans les différents dilemmes. Ouais. Plus court aussi, 120 minutes. Plus court parce que sur la première boîte, les histoires étaient un poil plus longues. Exactement, ouais. Dans le livre de Swann, vous avez 5 scénarios. Le premier dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Les autres sont plutôt à 2h30, 3 heures. Et on a eu beaucoup de retours de joueurs qui finalement ont des parties qui sont plus longues que ce que nous on avait estimé. Qui jouent 3-4 heures et même des fois un peu au-delà de 4 heures.
Ce qui n'est pas vraiment un problème parce que c'est du jeu narratif et quand on est autour de la table et que le moment, enfin, ça se passe bien. Et puis même en salon, on voit bien que les gens quittent pas la table. Mais malgré tout, quand tu joues 4 heures, la dernière heure, t'es voilà, un peu moins attentif. Si jamais on doit bosser le lendemain, c'est plus compliqué. Donc cette extension-là vous propose soit de jouer les 2 scénarios l'un après l'autre et d'avoir une durée de partie là vraiment de 4 heures, prévue au départ pour, soit de faire une sauvegarde au bout d'1 heure et demie, 2 heures et de couper la partie en 2. C'est un jeu qui a été peaufiné, il a été playtesté de nombreux soirs. Ouais, on en avait un peu parlé la dernière fois. On a travaillé beaucoup les mécaniques, on a travaillé beaucoup les textes, on a travaillé beaucoup l'ergonomie pour qu'une bonne partie du jeu soit... ça reste un jeu avec malgré tout pas mal de règles, mais voilà, la plupart des choses sont aussi intuitives et naturelles que qu'on a pu le faire pour qu'on ne se sente pas perdu et qu'on profite de l'histoire. Vous choisissez vous-même, si vous êtes aventureux, vous pouvez commencer par l'extension, mais ça a été écrit en tout cas dans l'autre sens, d'abord la grosse boîte, après l'extension. Ce choix des personnages qui ont 10 ans de moins, c'était uniquement pour ne pas spoiler des nouvelles choses, ou il y avait une vraie volonté que ce soit plus jeune pour faire d'autres choses, d'autres actions? Ouais, alors c'est un fil, c'est un peu tout ça. En ayant fait jouer beaucoup la grosse boîte et le premier scénario en salon, on récolte plein de retours de joueurs, de gens qui font des remarques sur par exemple le fait que tous les personnages soient identiques, qu'il n'y ait pas d'asymétrie entre les parents et les gamins par exemple. Et petit à petit, à force d'avoir ce retour-là, on finit par caser dans un coin de notre tête que finalement la symétrie, c'était quelque chose qui était voulu, que tous les personnages soient équivalents, adultes, enfants, hommes, femmes, et que la symétrie s'introduise dès que quelqu'un a un objet. Par exemple, on trouve très facilement des armes pour se battre, un truc pour se défendre, des choses pour poser des barricades dans la première boîte. Et en fait, dès qu'on a un objet, on est différent d'autres parce que nous, on a une fonction ou une action supplémentaire. Donc cette asymétrie, elle existe. Mais pour plein de gens, leur personnage est identique à ceux des autres. Et voilà, il y avait ce truc-là qui revenait assez souvent, et donc ça a fini par faire germer un truc en disant peut-être que la symétrie, ça pourrait être un clin d'œil rigolo à tous ces gens qui nous ont fait ce retour-là. Et après, il y a qu'est-ce qu'on veut raconter dans cette histoire. Pour moi, c'est assez important que cette histoire-là n'aille pas du tout faire un contresens avec l'autre boîte. Donc par exemple, il y a pas mal de choses dans Heredity, comme quoi on est responsable de ses actes. Le karma va évoluer, ce genre de choses. Et tout ça. On ne sait pas comment les gens ont joué. Donc, exactement. Et donc tout ça, il y a une grosse réflexion là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'impact de l'un à l'autre et pas d'incohérence et que ça reste logique malgré tout. Donc disons plutôt ça aide. Cette histoire d'asymétrie, c'est des clins d'œil des joueurs. Et puis il y a une idée assez forte là-dedans au moment de la sauvegarde qui vient justement, qui va dans ce sens-là. Et ça, si on ne veut pas spoiler, on n'en parle pas. D'accord. Forcément, faut pas dire ce qui s'est passé. Non, mais vraiment, pour le cacher, on a fait un peu sonder nos habitués. Il y en a plein qui n'ont pas encore joué à Heredity, qui ont envie de découvrir ce jeu. Donc là, notre but, c'est aussi clairement de vous donner envie. On a tellement répété toute l'année que c'était un jeu extraordinaire qu'on n'a pas de raison de changer de discours, puisque cette vidéo est réalisée en partenariat avec Darukat. Donc vous participez aussi, vous nous permettez de réaliser cette vidéo. Merci beaucoup pour ça. Vous avez fait le déplacement d'ailleurs de très loin pour venir au chalet. C'est un périple incroyable. C'est toute une traversée de la France. Bah oui, pour vous partez de l'ouest, donc vous êtes passé par les États-Unis d'abord. Après vous avez traversé de l'autre côté, donc toute l'Europe, la Chine, on a etc. remonté toute la côte atlantique, on a fait le tour, on a passé par le détroit de Bering, par le cap de Bonne-Espérance. C'est un périple incroyable. Il faudra en faire un récit derrière, parce qu'on est un peu loin chacun d'un bout de la France. Merci d'être venu jusqu'au chalet pour pouvoir présenter ce jeu dans un lieu qui se prête aussi aux aventures un peu. Moi, quand on joue à ce genre de jeu, des fois, tu regardes un peu par la fenêtre entre deux parties, te demandant s'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver avec un bâton clouté. Je sens qu'il va falloir protéger Martin la nuit. Comme les gens qui grattent à la porte derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On avait utilisé le même décor sur la Non, pas du tout. On en a parlé. On a discuté de est-ce qu'on remettait le même, est-ce que ça, les blessures sur les bras, ça pouvait être intéressant ou pas. On a décidé de le laisser. Sur la première boîte, cette histoire de thème zombie, parce que c'est du post-apo et les gens font très très vite l'analogie, c'était important qu'on ne fasse pas passer ce message-là. Et maintenant qu'il y a eu suffisamment de promos et que le jeu commence à avoir une petite notoriété, les gens savent un peu quoi trouver dedans. Finalement, c'est plus gênant d'avoir des messages comme ça, parce qu'en fait, les gens peuvent s'attendre à ça ou à autre chose, et puis la surprise arrivera en juin. Oui. Alors, on va quand même parler de la mécanique de jeu pas trop longtemps, parce qu'on a déjà fait toute une vidéo dessus, et peut-être que vous la connaissez un petit peu, mais elle est très originale. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Vous avez un système vraiment original, à tel point que j'ai souvent entendu des éditeurs dire « mais le jeu, j'aime ou j'aime pas, peu importe, hein, mais ce système-là, le système de cartes, c'est une force incroyable. On a envie de le voir développer avec plein d'autres univers. »
T'arrives à le résumer en 2-3 mots? Ouais, en fait, ce que tu viens de dire, moi, c'est exactement ça qui m'a bluffé quand les auteurs m'ont montré le jeu. Je l'avais vu avant la ligne de temps et je l'ai vu après, et après, ça a été vraiment cette révélation-là, et cette révélation au point que on a tout de suite pensé, imaginé le jeu en gamme pour réutiliser ça pour raconter d'autres histoires. Et donc la ligne de temps, l'idée est assez simple, c'est que au lieu d'avoir une appli ou quelque chose qui va gérer le déroulement du scénario, vous allez vous jouer à partir d'un simple paquet de cartes qui est le scénario, explorer différentes zones, choisir où vous allez, aller à droite, aller à gauche, décider d'interroger des gens ou de les combattre, vous faites bien ce que vous voulez, mais vos actions vont avoir des conséquences et les cartes vont venir dans la ligne de temps. Et selon si vous décidez de faire une action ou une autre, une carte peut venir ou ne pas venir, ou venir dans un certain ordre ou plus tard dans le scénario. Et ensuite, le sablier se déplace de carte en carte, toujours dans le même sens, le bas de la gauche vers la droite vers Aline. Et Dans le sens de lecture normal, quoi. Exactement. Et à chaque fois que le sablier rouge arrive sur une carte, il va activer la partie rouge de la carte. Ce qui fait que si on a tiré un bout de scénario en faisant un choix et que la carte est dans la ligne de temps, on va déclencher quelque chose qu'une autre table n'aura pas vu s'ils n'ont pas tiré ce bout, s'ils n'ont pas fait cette action-là. Et c'est ça qui est assez fort parce que la ligne de temps, elle est vivante et elle réagit à nos choix et nos actions. Et ensuite, de manière purement mécanique, on va aller déclencher les événements, activer des personnages et avoir des retours et des conséquences directes à nos actes et à nos choix. Eh bien, c'est le moment de vous montrer un extrait de la partie de l'extension Heredity Souvenir. Et puis après, on revient pour vous en parler. Vous pouvez sauter la séquence si vous ne voulez absolument aucun spoil. On va pas très loin, donc vous inquiétez pas, vous pouvez regarder. C'est pas ça qui va vous gâcher votre partie derrière. Mais si vous préférez, on se retrouve, vous regardez le chapitrage de la vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Cela fait trop longtemps que nous sommes sur la route à éviter les mauvaises rencontres. Maëve et moi cherchons un endroit où nous installer. Les enfants ont vraiment besoin de souffler. Depuis ce matin, j'observe cette drôle de ville construite sur le lac et adossée à un barrage. La nuit approche, nous ne pouvons pas rester à découvert, nous décidons de tenter notre chance ici. Alors, on a Selena qui prend la carte 601. Voilà, elle la découvre elle seule. Non, là tu as une instruction, donc en fait on va lire la carte de Selena qu'Alina a en main. Quand elle a terminé cette carte, tu reviendras et tu feras la mise en place la suite. Prenez 602 à 613 sans les retourner, elle remplace les cartes de personnages du paquet de base. Dans le paquet secret, prenez 901 à 909 pour former votre paquet karma. Prenez 614 et 615, elle remplace 902 et 906, puis mélangez votre paquet karma. Pour la ligne de temps, prenez 616, elle remplace la carte famille du paquet de base pour préparer la ligne de temps. Donc ça, tu l'avais tout fait. Entrez cette carte dans la ligne de temps. Tu avais tout fait le truc, et en fait ça permet, c'est ça aussi qu'on cherche à voir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'installation particulière au départ, c'est vraiment indiqué par le jeu. Exactement. Donc tu prends la mise en place classique que tu as dans le jeu, ensuite tu prends le paquet de cartes et tu te laisses guider et tout est dans le paquet. Ok, possession, prenez 617 et 2 marqueurs. Tiens, je te laisse le paquet comme ça, quand tu veux prendre les cartes, tu peux... 2 marqueurs dans le bon âge, voilà, à répartir entre les joueurs. J'en prends 617, un, et le deuxième, est-ce que je le prends? C'est quoi tu dis? Je sais pas, des engrenages. C'est des matériaux de bricolage, ça sert de monnaie ou ça sert à améliorer ou réparer les objets? Tiens la maman. Et on avait à prendre 617, c'est un canif. Donc lui, c'est un objet qu'on va équiper à un des persos. Il y a une action d'amélioration en bas si on veut essayer d'en avoir un meilleur. C'est une action supplémentaire qui permet de combattre. Et ça a une valeur de 3, mais c'est pas sûr qu'il y en ait besoin. À n'importe lequel des enfants, parce qu'ils peuvent pas se battre à main nue, donc on va les équiper d'armes. C'est bien de donner des armes aux enfants. Ah bon? Je sais pas. Ah, je trouve un canif. Tiens mon chéri. Moi je pourrais armer les filles. Les filles carrément. Oui. Il n'y a pas de monopole de la violence pour les garçons. Prenez 618 et placez les personnages sur leurs emplacements respectifs. Alors la ligne de temps, tu vas coller des cartes à droite et à gauche et tu vas cycler dessus avec le sablier. Ça c'est le plan sur lequel on va jouer, il va s'étendre un petit peu vers le haut. Oui, donc tu vas avoir quelque chose comme ça et comme ça. On verra. Nos 4 personnages sont sur le chemin, ils arrivent en ville. On prend 619. Ils arrivent de nulle part. Non. Pourquoi? C'est une action. Quand tu vas pouvoir commencer à jouer, l'un pourra discuter avec quelqu'un. D'accord, ok. Prenez le sablier sur famille dans la ligne de temps et commencez à jouer en utilisant cette carte comme cache du paquet aventure. Tiens, cache du paquet aventure. Et donc quand le sablier arrive sur la ligne de temps, c'est là que tu appliques la partie rouge de la carte. Attention au danger, ici 3 sont présents sur la carte famille. 3 trucs de cœur là. Ouais. Alors, retournez la carte. Pour l'instant, tout va bien. Sinon, récupérez les pions actions et dépensez-les. C'est ce qu'on va faire. Rappel, vous n'êtes jamais obligé de dépenser vos pions actions. Et là, on a 4 personnages. On va faire des trucs. Première action,
Il y a la 619. On sent qu'il faut aller parler à ce groupe de personnes qui tiennent des barricades. Ouais, surtout que la ligne noire, tu peux pas la traverser. Bah non. Donc pour l'instant, pas trop d'options. Très clairement, je pense que c'est Mev qui va leur parler. C'est elle, de toute façon... Ouais, bah oui, c'est pas très... Mais oui, ça change pas grand-chose. Mais allons-y. Mev, parle-leur. Des gardes contrôlent l'accès au barrage. Ils nous ont vus, nous approcher et ne montrent aucun signe d'hostilité. Les mains bien en vue, je m'adresse à celui qui se trouve devant moi. Salut, on est 4 sur la route depuis un moment, on a besoin d'un endroit pour se poser en sécurité, surtout avec les gamins. C'est possible ici ? Il nous observe un moment, puis sourit avant de répondre. Soyez les bienvenus, si vous vous tenez à carreau, il n'y aura aucun problème pour vous faire une place. Descendez la grue et dirigez-vous vers le marché, sur votre droite. Là, vous demanderez Phil, un genre de grande tige avec une tête de poussin. C'est lui qui se charge de l'accueil des nouveaux. On va demander Phil. Donc on va avancer. Ouais. Allez. Mais commencez par trouver un abri de fortune avant la nuit. Dès que vous entendrez la sirène, planquez-vous dans le marché ou sous une bâche, peu importe, mais ne restez pas en plein air. Le barrage balance une poussière noire et toxique chaque soir. Il faut limiter la quantité de poison que vous respirez, sinon ça vous tuera à petit feu. Sympathique comme barrage. Mais ça sera toujours moins dangereux qu'une rencontre avec des pillards dans les montagnes. À long terme, il vous faudra un vrai foyer pour vous installer le plus étanche possible pour vous protéger du poison. Il s'écarte et nous laisse passer. Donc c'est là qu'il faut prendre un crayon de couleur et le refaire en vert. Exactement. Ouais. Donc, on va retourner la carte. Pas besoin du crayon de couleur, c'est ce que tu es en train de nous dire? Exactement. Waouh! C'est incroyable, ils ont pensé à tout, c'est vert. Prenez la 620. Le garde nous a recommandé de nous protéger au mieux pour la nuit en attendant de trouver un véritable foyer. Objectif, trouver un foyer sain et étanche pour nous installer en ville. Vous trouverez des cartes avec le mot-clé foyer. Ok. On va ancrer ça en bleu. Ouais. Hop. On trouve un foyer. Donc il y aura du rouge, on verra ce qui se passe quand on devra avancer. On prend 2 marqueurs d'hérédité comme ceci et on les place sur la 620. Ça va déclencher des choses, on le voit parce qu'on va en enlever un à chaque fois qu'on passera le sablier dessus. Exactement. Et si c'est à 0, il se passe des trucs. La nuit tombe. Ok. La journée est bien avancée, le soleil ne va pas tarder à se coucher. Il faudrait peut-être trouver un lieu pour... Et on a l'icône. C'est carte, on brûler la la pousse. carte. La mettre dans la cheminée. Ou... Non. C'est un jeu qui se prête, hein, donc Oui. je préfère garder quelques cartes quand même au cas où. On a fait la première action. Eh bien, on avance un peu, parce qu'on cherche une maison. Ouais, on peut aller dans Un plein de abri directions étanche. différentes. Hein. Pour l'instant, surtout une. On peut avancer, mais est-ce que tout le monde avance? Ou est-ce qu'on laisse un enfant derrière nous? Les uns après les autres, de toute façon. Donc, on va avancer, mais c'est le père qui avance en premier, tu es d'accord? Si tu veux. Quand on fait une promenade dans la nature, souvent les enfants avancent devant. Ouais, mais enfin, Ou derrière. dans ces circonstances, on va peut-être pas laisser les enfants Oui, mais ils sont avancer curieux, devant. ils peuvent y aller quand même, hein. C'est pas leur genre. C'est un peu l'aventure. Bon, on arrive là, Protège les 621, mesdames et messieurs. Alors quand tu arrives ici, pour l'instant, t'es pas encore... On n'a pas encore passé, Exactement. faut aller Il faut que au-delà. tu payes un déplacement supplémentaire pour aller voir l'autre carte. Ouais. Allez, c'est encore le père qui avance. Hop. 621. Nous, on nous a dit de contourner la grue. Hein. À chaque fois que vous allez avoir des petites icônes comme ça, tu peux mettre ici un jeton œil pour dire qu'il y a une action effectuée. L'éclair, dès que tu vas marcher dessus, tu vas déclencher l'effet. Et tu peux pas franchir ni les lignes bleues ni les lignes noires. Bleu, c'est des endroits où tu as une ligne de vue, mais pas de passage. Et noir, c'est des murs. Ça, c'est la grue. Ça, c'est la grue. Ouais. Ouais. On va voir la grue. Ce qu'on nous a dit exactement au sujet de la grue, c'était quoi? Descendre et partir à droite, un truc Ouais, comme ça. c'était ça. Je sais pas, moi, je suis du genre à suivre mon père où qu'il aille. Je vais peut-être faire ça. C'est vrai? Ouais. Bah, Bricu est pareil, il suit sa sœur partout où elle va. Ouais. Une fois que tu as fait l'exploration et que tu as révélé la carte, la zone est agrandie et tu peux y aller. Donc en fait, le déplacement du père a favorisé le déplacement des autres. Et nous, en une zone, on est au pied de la grue, alors papa... Oui, bah, c'est la maman aussi, elle va y aller. C'est vrai? Il y a pas... Bah oui. On la laisse pas. Je sens qu'il se passe pas grand-chose derrière, il n'y a pas de numéro. Oui. Donc, Moi, je clairement, propose que quelqu'un aille quand même regarder ce qui se passe en 622. A priori, on n'en a pas besoin, mais est-ce que l'info ne sera pas intéressante à savoir? Est-ce que c'est qui regarde? Un des enfants, un des parents. Mais le papa, il a plus qu'une seule action. Hein, quand Allez, même. moi, je pense que j'y vais. Allez. Hop, je jette un œil ici en... Pardon, c'est pas moi. Je jette un œil ici en 622. Et quand on réalise une action, on peut enlever le jeton, comme ça on sait ce qui a été fait. Devant moi, des containers empilés forment un mur qui bloque la route, probablement pour protéger la ville. Les portes du gros container rouge sont verrouillées avec une chaîne et un gros cadenas. En tirant un peu sur celui-ci, je me rends compte qu'il est bien directement fixé aux portes.
La chaîne ne sert à rien, elle n'est pas attachée. On peut prendre la chaîne. Donc des actions comme ça, vous allez en trouver pas mal. Dès que tu as une action qui est disponible sur le terrain, tu as la petite carte et le numéro de la carte qui te rappelle où tu peux faire l'action et la croix qui t'indique où tu dois être. Donc en fait, pour faire cette action-là, tu dois être exactement ici. Donc ni là, ni là-bas, ni là-bas. Mais après, il faut prendre la chaîne. tu dépenses une main et tu retournes la carte. Je prends la chaîne, je peux plus rien faire d'autre, mais... Mais non, tu n'auras plus d'action alors. Ça peut être... Oui, parce que tu as été limité en nombre de jetons. C'est à Brick de prendre la chaîne. Alors non, mais c'est juste que derrière, si on doit courir, Selena restera là. Ouais. C'est à Brick de prendre la chaîne, je pense. Parce qu'on a tous plus qu'une action. Brick, il en a Allez, deux. Brick, prends la chaîne. Ah, Sûr, hein. mais oui. Et Moi, je ne fais que ce que mes parents me disent de faire, Ouais, c'est bien. tu prends la C'est chaîne. bien, Brick. Tiens, regarde. pour l'instant. Et oui, peut-être qu'il fallait pas, mais... Et il a une chaîne. Ouais, une Ils chaîne sont de vélo. équipés, hein, les gamins. Ouais, les garçons aiment bien porter des Est-ce chaînes. que, j'ai une question, est-ce que les joueurs qui découvrent cette extension-là, est-ce qu'il y en a déjà qui n'ont pas été prendre la chaîne? Qui se disent non, on va pas Oui. faire ça. Ouais. Quand tu fais pas ça, bah, un peu plus tard dans la partie, si tu en as besoin, tu peux retourner la chercher. Ouais. Ok. Là, pour l'instant, le début est un peu linéaire. Oui, bien sûr. Mais c'est lié à l'Heredity, c'est qu'il y a des moments où tu vas devoir un peu avancer, et, explorer, trouver des possibilités. Et par contre, quand tu as le choix, c'est là où vous allez tous faire des choix différents. Bon, je pense qu'il faut avancer, là, quoi qu'il arrive. On va avancer sur la grille. Est-ce qu'on y va en groupe ou est-ce qu'on y va chacun son tour? De toute façon, ce sera chacun notre tour. Est-ce qu'on y va chacun notre tour comme de toute façon on n'a pas le choix? Bah, vas-y. Allez, on y va chacun notre tour. On envoie d'abord un enfant parce qu'il est moins lourd. Qui commence? Brick avance. Eh oui. On peut prendre la 623, s'il te plaît. Tiens. Une vieille grue aménagée en passerelle permet d'accéder à la ville. De ce côté, elle s'appuie sur le mur du barrage. En bas, elle repose sur un large ponton. Vue d'ici, cette ville flottante est impressionnante. Certains bâtiments sont en bois, alors que d'autres recyclent des containers ou de vieux bateaux. Des câbles électriques émergent du barrage et semblent parcourir la ville pour l'alimenter. Je pourrais rester des heures à observer chaque détail de cette drôle de ville faite de briques et de brocs. Oh, bah c'est lui. Ah oui, faite de moi et de Mais brocs. c'est qui ce Brock? On Ouais. n'en a jamais entendu parler. C'est le pseudo de ma sœur. Hein. Pardon, pas de blague, Martin, pas de blague. Sur la droite, au niveau de l'eau, un passage mène à l'intérieur du barrage. Au gré des vagues, on peut voir l'eau entrer et sortir par l'ouverture. Retournez 621, le terrain avec les containers. Et ensuite, on s'en débarrasse. Ok. 621, c'est là où on se trouve. Ouais. Écartez-vous. Vas-y. Et là, l'action décrite sur la carte est apparue ici, donc on va mettre une petite main. Une petite main. Pour y aller, on fait comment? Ah bah, il faudra bien se On débrouiller. ne sait pas, pour l'instant on Ah, peut ouais. pas, c'est des lignes bleues. Ouais. T'as pensé à un moment à avoir des figurines en plastique comme tout le monde fait dans ce genre de jeu ou... Il y en avait au départ, parce que ça devait être un financement participatif. Ouais. L'héritage de ça, c'est qu'il reste quelques STL des personnages, et ils sont en téléchargement sur le site web. Donc tu peux, dans la boîte de base, tu peux imprimer tes persos et les avoir en figurine. Toi, tu les as. Bon, j'en ai j'en ai un exemplaire à la maison, mais ça change pas grand-chose. Surtout, on a que les héros, parce que les héros, tu t'en sers pendant toute la campagne, Ouais. alors que la plupart des PNJ, des figurants qui vont intervenir, vont jouer 2-3 minutes, quoi. Donc, faire Ouais. une soixantaine de figurines pour que chacune serve 2-3 minutes, c'est un peu... Alors, les autres personnages n'ont pas d'autre choix que de rejoindre. Donc tout le monde va faire cette petite action d'avancer avec son dernier petit pas. Allez. Et hop, Je vous fais un petit peu de place. on est tous là, prêts à embarquer. C'est la fin du tour, on n'a plus de jetons, donc pas Mais d'autre non. choix que d'avancer le sablier. Exactement. Donc dans l'ordre, on commence par avancer le sablier avant Ouais. de récupérer ses jetons. Et de toute façon, c'est toujours le sablier qui te dira quoi faire. Oui. Moins un jeton, flouk, flouk, flouk. Si jamais on est à 0, alors la nuit tombe. Non, ça va, il fait grand jour. Si un personnage joueur est dans l'épave, alors prenez la 648. Pour ce personnage, il n'y a pas d'épave là. Non. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Peut-être. Ouf. Donc on récupère nos actions. Non, tu continues à faire bouger le sablier, et quand le jeu te dira de les récupérer, ce qui va arriver dans 2 secondes 30, Oui. Là, il n'y a plus rien, donc on retourne au début. exactement. On va là. Si 3 marqueurs sont présents sur la carte famille, retournez là. Non, sinon récupérez les pions actions, c'est vrai, tout est écrit. Et maintenant, c'est bon. Eh bien, continuons cette exploration. Si vous voulez avancer, il y a un petit pas en 624 en dessous. Alors on réfléchit, est-ce qu'on ne retournerait pas en 621? Moi, je pense Brick que... hésite. Est-ce que... Moi, Selena, elle hésite pas trop. Mev, je suis sûre qu'elle hésite pas. Donc... Oh, la mère vient de pousser son fils. Ah! Non, secours 124, Allez, tiens. 624.
Oh là, Un puzzle, une pièce. ça va, je crois que je vais y arriver. Et ben voilà, il est là. Il a fait économiser une action à tout le reste de la famille. Cette fois-ci, il passe le relais. Donc tout le monde avance. Non, c'est juste la mère qui avance. Juste la mère. Ouais, regarde. Ouais. Arrivant, il se passe un truc. 625. 625, il y a Jean-Claude. Tiens. Dus. Mhm. Une femme au sourire moqueur s'approche. Ah là là. Bonjour à vous, les nouveaux. J'imagine que ces crétins de garde vous ont envoyé voir Phil. Eh oui. Mais en vrai, ce n'est pas la seule option pour vous installer. Le soleil est sur le point de se coucher, ne traînez pas dehors la nuit. Si vous respirez trop de poussière noire, je ne donne pas cher de votre peau. Et si vous me cherchez, demandez Sandra. Elle entre dans le bâtiment derrière elle. Donc on va retourner le 624. Déjà, on a à peine eu le temps de le regarder. C'est déjà de l'autre côté. Bon. Elle est plus présente, tout simplement. On peut Elle est pas. rentrée dans la maison. Elle est rentrée dans. On sait pas laquelle. Toi, tu t'assis, on le voit. Bah, elle a dit derrière elle, et t'as le petit dessin qu'elle a. Ok. Dessin de Guillaume Tavernier. Oh, aime bien Guillaume Tavernier. Je connais pas, mais j'aime bien ce qu'il fait. Il est très gentil. Ses univers, en tout cas. Poursuivre la discussion avec Sandra, c'est retourner la carte. Mais pour poursuivre la discussion avec Sandra, il faut la rejoindre peut-être, non? Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, t'as le plan et l'endroit où tu dois faire l'action. Ouais. Et donc, ça dit bien que c'est dans ce coin-là de la carte. Donc, tu peux laisser la carte à côté si tu veux pour dire que l'action est disponible, mais qu'il n'y a pas d'obligation de la faire maintenant. Ok. Bon, on va peut-être rejoindre la mer de toute façon, parce que là, on est tous dans le couloir. Ouais. On va s'avancer un peu. La brique, il a envie de voir sa mère, je pense. Allons-y. Pouf. Pif paf. Tout le monde est dans le couloir. Il y a encore quelqu'un ici à qui on peut parler. Hein. Ouais. Peut-être lui va nous dire encore un troisième truc. Mais on cherche Phil. Bon, bah, Aïe, t'as l'air d'avoir envie d'aller voir Phil. Bah, on voit quelqu'un, notamment Selena, elle a encore 2 actions, parce que Moi, je peux aller chatter avec quelqu'un. Hop. c'est un enfant qui va Il faut te discuter. déplacer, il faut aller dedans. Ah, faut me déplacer et Oula, parler. ça prend toutes les Ça actions. prend toutes mes actions, mais c'est le cas pour tout le monde, en fait. Ouais. Allez, j'y vais. Bonjour. Pas tout à fait. Il faut que tu suives les lignes. Tu peux pas. Donc, tu fais 1 et 2. D'accord. Ouais. Mais du coup, tu parles pas, là. Pas à ce tour-là. Ah, je peux juste me déplacer. Il faudra Ouais. attendre un petit peu. Faut envoyer un parent. Je pense que Mev va avec son fils. Ah, mais du coup, eux, ils peuvent parler direct. Si Mev va avec son fils, à 2 là, ils peuvent aller parler direct à... Parce que Mev avait l'occasion de discuter avec. Ouais, moi, j'ai plus Et d'action. lui, il va avec sa fille. Ouais, je voulais que ce soit lui. Et donc Il a là, vers son on père, peut on a dit. discuter ici en retournant la 624. Attention, que se passe-t-il? Le suspense est à son compte. Sans un foyer propre et sain, vous ne survivrez pas longtemps. Phil va vous en proposer un. Mais il y aura une contrepétrie. Non, une contrepartie, pardon, j'ai mal lu. Un service à rendre, un truc à réparer ou à acheter. Vous êtes libre de les rejoindre pour être des moutons comme les autres. Ceux qui se planquent la nuit mais qui refusent toute tentative de réparation du barrage. Tout ça par peur de perdre la centrale. Pour l'instant, ça tient. Mais jusque quand? Nous, on vit en communauté à l'étage. On peut vous faire une place au rez-de-chaussée. Ça n'a pas l'air bien grand comme ça, mais vous verrez, vous serez bien ici. Par contre, il faut commencer par colmater les ouvertures. Sinon, vous allez bouffer cette saleté noire chaque nuit et cela vous tuera. Alors, est-ce qu'on veut suivre Phil avec une contrepartie ou alors suivre, comment elle s'appelle, Sandra avec une contrepartie? Mais il y en a un qui fait des blagues. Oui, c'est vrai que Phil, il fait des contrepétries. C'est pas... Est-ce qu'on peut peut-être attendre d'avoir discuté? On doit décider maintenant ou on peut discuter avec l'autre personne aussi? Là, on te demande de prendre une carte. Ouais, la C'est laquelle? 626. Et puis, 626. Tiens, je vais la lire. Phil, c'est le genre à nous dire n'allez pas dans les pièces du fond, ce genre de truc, quoi. Moi, je me méfie, un type comme Phil. Les gens sont pas drôles. Heredity Souvenir, c'est une petite boîte. Le nom des auteurs est toujours le même, Jérôme Kans et Laurent Cobel, mais je vois qu'il y a une petite icône scénario. Oui. C'est vraiment... Alors, David Berthelot, c'est toi, Paul-Henri Canon, Paul Fenas. Vous avez fait à 3 ce scénario? Ouais. On a parlé plusieurs fois du nombre de personnes qui composent la boîte Heredity. Notamment les petites souris dans les murs ici s'appellent Rémi et Nathalie Saunier. Et eux font partie de l'aventure. Ouais. Et donc les deux autres... De l'édition, l'aventure des éditeurs de manière générale, en tout cas ils soutiennent la maison d'édition, même si on sait que c'est toi essentiellement qui travaille dessus. Ouais. Et donc les deux autres que tu as nommés là sont aussi des associés avec Ouais. la compagne Florence.
Et là, on est 3 à avoir travaillé sur ces 2 scénarios-là. D'accord, donc vous avez travaillé spécifiquement, vous êtes inspiré avec des discussions qui ont lieu avec les auteurs? Oui. En fait, dès le départ, on a commencé à poser les briques de ce qu'on voulait raconter. On en a discuté une première fois, on a fait des allers-retours avec eux. Ensuite, on a pas mal bossé d'abord avec Paul sur le découpage de... il y avait quelques scènes et quelques séquences, un peu comme dans un film, qui nous semblaient importantes et qu'on voulait faire vivre aux joueurs. Ça a quand même malgré tout évolué entre l'idée initiale et là où on est arrivé, là où on en est arrivé. Et puis, on a fini par avoir un découpage plus proche de ce que le scénario est maintenant. De mémoire, c'est à peu près à ce moment-là que Paul-Henri est arrivé, parce que notamment, il y a pas mal d'idées sur la map qui viennent des discussions avec Paul-Henri. L'espèce de chose bizarre là qu'on voit en plein milieu. Ouais. Et voilà, on a avancé comme ça, en aller-retour, en discutant, en test. C'est un travail qui est dingue, ça, en fait, parce que ce genre de jeu, des jeux dont vous êtes le héros, on en connaît plein, finalement, c'est assez linéaire. Là, ici, il y a un système, la ligne du temps qu'il faut pouvoir régler, en plus, qui rajoute une surcouche. Je ne sais pas trop comment vous l'avez réalisé, si ça passe par des tableurs Excel, si ça passe par Pas du tout. Des diagrammes. Alors ouais, des diagrammes, ouais. Notamment, là, je travaille sur un autre scénario, une version alternative du premier chapitre de la campagne. Et pour faire ça, j'ai découpé complètement le premier scénario en graphes. Ouais. Pour aller repérer la partie exploration, les liens entre les cartes, le nombre de cartes de terrain sur lequel on joue, la mécanique d'événements et tout ça. Il n'y a pas de tableau Excel, c'est vraiment quelque chose de très très scénarisé. Et en fait, pour moi, la meilleure image, c'est le ciné ou la série télé. Parce qu'on a quelques... Il y a quand même des arborescences. Ouais, il y a des arborescences, mais on a un chemin, une histoire qu'on veut raconter. Justement, on a cette histoire d'arborescence, savoir si on va plutôt à droite et plutôt à gauche. Mais c'est plutôt un ensemble de... Malgré tout, il y a des arcs. Des arcs scénarios. Ouais, des arcs et des possibilités. Et donc on peut décider... dans le premier scénario, l'action se passe dans une maison. On peut décider d'aller dans le jardin, de pas aller dans le jardin, d'aller à l'étage, de passer par une chambre. Il y a plein de trucs à trouver. Et tout ça, c'est des bouts de scénario qui sont disponibles et auxquels vous avez accès. Et vous décidez si vous y allez, quand vous y allez et dans quel ordre. C'est une série télé, donc tous les épisodes ne sont pas ordonnés de manière fixe. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'épisode 7 avant l'épisode 2. C'est ça la métaphore, quoi. Il y a, ce truc-là, il est un peu fort parce qu'en fait, on va tout jouer avec le même paquet de cartes, mais nos choix vont suffisamment modifier l'aventure, même si au final on fait la même chose, pour avoir l'impression que c'est notre aventure, quoi. Et ça a été très souligné, ça, cet aspect-là, dans les retours des joueurs. Si vous avez un peu suivi le jeu, vous le savez, vous les avez vus, ces retours. Ça a été très souligné que vraiment, on nous raconte une histoire. Comment ça marche en termes d'écriture? Vous avez commencé par écrire l'histoire complètement et après, vous avez essayé de trouver les nœuds. Ouais, c'est très itératif. Là, je fais le même travail sur la prochaine grosse boîte et on a besoin d'avoir une vision globale de ce qu'on veut raconter. Ensuite, un premier découpage assez grossier, scénario par scénario. Et à partir de là, il va falloir commencer à imbriquer les lieux qu'on veut explorer. Pareil, d'abord d'une vision macro, sans rentrer dans le détail. Les grosses modifications, parce que chaque scénario, l'idée c'est que vous allez avoir des surprises au niveau de l'endroit où vous vous trouvez, des gens que vous allez rencontrer, et une petite astuce mécanique qui fait que tous les scénarios seront différents et pour renforcer un peu l'expérience narrative. Et donc tout ça, on a besoin de l'assembler petit à petit. Et donc il y a vraiment une brique de base, on avance, on rajoute un peu plus, on continue à avancer, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas très très bien, qu'on ajuste. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au moment où on va commencer à créer des cartes terrain, des cartes d'action, de la narration, des cartes qui vont dans la ligne de temps. Voilà, donc oui, la construction est originale là-dessus. On a beaucoup parlé du narratif, mais il y a un jeu derrière quand même. Il y a, tu le dis, des astuces mécaniques à chacun des scénarios. Ouais. C'est important cet aspect du jeu en lui-même. Comment tu l'as ressenti par rapport au retour? Là, c'est une question plutôt sur les retours, parce que la première vidéo qu'on a faite, on n'avait pas le retour des joueurs, on ne savait pas du tout ce qu'ils ressentaient. Est-ce que là-dessus, tu as été surpris de ce que les gens ressentent, recherchent, en tout cas dans le jeu de société? Alors pas tant que ça, parce qu'on a fait vraiment beaucoup de tests et le fait de faire énormément de salons, le jeu a été vraiment mis en main énormément entre les mains des joueurs. Donc ce qui finalement nous a surpris, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un peu la durée des parties et la difficulté. Mais globalement, les surprises, les astuces mécaniques et ce genre de choses, on les avait suffisamment expérimentées pour ne plus avoir de surprise une fois que le jeu est entre les mains des joueurs. Ouais. On a quand même, par exemple, il y a 5 scénarios dans la boîte. Je demande quasiment tout le temps aux gens qui ont fait la campagne s'il y a un scénar qui leur a plus plu et un qui leur a moins plu. Et voilà, ça par exemple, moi je suis un petit peu surpris des retours, mais en même temps c'est ce qui permet d'apprendre, de voir ce qu'on a réussi, ce qui marche. T'es surpris des retours parce que tout le monde pointe un peu les mêmes,
Ou t'es surpris parce que c'est justement très différent Ouais, et moi en par fonction exemple, des gens. celui que je préfère, c'est celui que les gens apprécient le moins. D'accord. Ah oui. Mais il y a une astuce toute simple, hein, c'est juste que tous les autres scénarios, vous avez une espèce de compteur et quelque chose qui vous pousse à la sortie. Et là, il y a eu un choix qui a été fait de vous laisser complètement libre. Et en fait, je pense que cette liberté, elle est assez chouette d'un point de vue scénariste et pour une partie des joueurs. Oui, parce que c'est scénariste là-dessus, donc Ouais. forcément... Mais pour des gens qui ont besoin d'avoir une échéance, d'avoir quelque chose qui vous force à avancer, des fois, ça peut générer un peu de perte, quoi. Oui, alors, après, c'est pas de la critique, parce que la critique, on n'en entend pas beaucoup, hein, honnêtement, sur ce jeu. Je suis pas là pour le défendre. C'est vraiment ce qu'on a ressenti derrière Ah oui. avec tous les retours qu'on a eus, avec notamment une dimension qui est très forte et rare dans le jeu de société. On va insister dessus. C'est des choix qui sont des choix moraux aussi, et des choix qui sont durs, en réalité, dans ce jeu-là, qui sont durs. En tout cas, qui vous font vivre des émotions qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu de société. Ouais. Bon, je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez des premières étapes et premières évolutions de vos personnages sur la première partie? Mhm. Notamment, on joue exprès une famille qui n'a pas de sang sur les mains dans Oui. un monde un peu dur. Oui. Et vous allez vous faire bousculer, parce que la peur, c'est une sensation qui est assez simple, en fait. On fait monter le danger, la pression, la force des ennemis. Ils courent plus vite ou ils vous attaquent. Et on joue une famille, on a peur pour le frère et la sœur. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous voulez défendre la maison coûte que coûte? Est-ce qu'on abandonne ou pas ses enfants? Ouais. Est-ce qu'on reste groupé? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que vous allez vous battre? Est-ce que vous allez tuer des gens? Et ça va avoir un impact en jeu sur l'évolution du karma et donc sur la manière dont se déroulent les parties. Et ça, c'est assez fort. C'est ce que tu dis. Au final, c'est pas si dur que ça, parce que dans plein de jeux, plein de séries télé et tout ça, en fait, on se pose pas de questions et les gentils tuent les méchants et tout ça. C'est juste que pour une fois, on passe pas ces événements. Ouais, exactement. Et vous décidez et vous assumez. Mais du coup, je me demandais ce qui t'avait amené toi à faire un scénario. Est-ce que c'est l'intérêt pour la première boîte? Est-ce que c'est une appétence pour le récit et le fait d'avoir envie d'écrire? Est-ce que c'est une idée particulière qui t'a amené à faire ça? Pareil, une fois de plus, c'est un peu de tout. J'ai fait quand même pas mal de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature. Donc on a écrit des histoires, on a écrit des environnements dans lesquels on fait évoluer les joueurs. Ensuite, le travail sur la première boîte, donc avec Jérôme et Laurent, voilà, ça a fait naître des envies, tu notes un peu des idées dans des coins et des trucs comme ça, et puis tu les laisses mûrir, tu reviens dessus, t'écris un petit truc. Et finalement, entre ce que j'avais fait avant, ce que j'aime faire, ce travail-là qui donne envie d'y aller, voilà, ça finit par faire naître ce truc-là. Mais c'est aussi pour ça que j'ai embarqué Paul-Henri et Paul comme scénaristes là-dedans. C'est que moi, je pense avoir beaucoup appris en ayant bossé sur la première boîte. Et j'aimerais embarquer des gens pour transmettre un peu cette expérience-là. Et le jour où des gens ont envie de faire des scénarios, qu'on parte pas de zéro. Ah oui. Qu'on ait déjà bossé un peu... Tu réfléchis en gamme quand même. Exactement. Ouais, en gamme et puis en nombre d'histoires. Est-ce que je vais être capable d'écrire 1, 2, 3, 10 histoires, j'en sais rien. Et la richesse de ces histoires-là, si d'autres gens en font, voilà, ça peut être assez intéressant aussi. Oui, c'est vrai que c'est un matériel, en tout cas c'est un système d'écriture qui est excitant quand même, hein. Il y a une base qui est solide derrière. On pourrait le développer dans plein d'univers différents. Ça demande de bien s'y connaître en termes de développement, parce que là vous avez imaginé, je pense que maintenant c'est bon, vous avez essuyé les plâtres. Vous avez conçu une trame en fait. Vous savez le faire. Alors sur les scénarios, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on apprend aussi à utiliser notre propre jeu. Oui. Et notamment les erreurs qu'on a faites, des petits trucs qui nous posent aujourd'hui problème sur la grosse boîte. J'ai essayé de les corriger là-dedans. Quand on en reparle, notamment qu'on fait des tests avec les auteurs, on remet le doigt dessus sur des choses qui étaient pas si fluides que ça et qui pourraient... Et pareil, il faut se poser la question de est-ce qu'on fait ces corrections-là ou est-ce qu'on reste dans les clous initiaux, de ce qui avait été fait au début pour ne pas perturber les joueurs. Et donc, j'ai vraiment l'impression que les derniers scénarios, alors ça et ceux sur lesquels je travaille maintenant, profitent énormément du travail et puis des erreurs et des retours des gens sur la première boîte. Quels sont les retours d'ailleurs des gens? Est-ce que les gens ils jouent en famille, entre amis? T'as des retours de ce type-là? T'as vraiment des familles de 4 avec un garçon et une fille qui jouent au jeu? Non, en salon, j'ai beaucoup de gens, de personnes qui jouent avec en fonction du compagnon qu'on a à la maison. Ouais. Donc, s'il y a 2 adultes qui jouent à la maison, c'est une configuration qui est assez confortable parce qu'en fait, je pense que c'est pas mal à 2. Ouais, la réunion, elle est facile. Alors que quand on a un groupe de personnes, il faut planifier, organiser. Et la plupart des gens que j'ai vus en salon qui avaient terminé la boîte, c'est très souvent des gens qui sont 2 ou 3 et qui vivent sous le même toit. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas forcément des familles qui ressemblent à celles qu'on joue. Et dans ce cas-là, on va jouer 2 personnages et ça marche très bien. Mais après, on trouve des groupes de joueurs. J'ai pas assez de retours pour donner, de manière statistique, un truc comme ça, quoi. C'est un peu l'impression et le feeling que j'ai sur les salons. Et du solo? T'as des joueurs solo? Parce que là, vraiment, le jeu s'y prête d'une certaine manière. Alors, ça rentre moins de discussion, on perd tout un volet du jeu, mais on a quand même la possibilité d'y jouer solo. Et il y a beaucoup de joueurs solo, on s'en rend compte aujourd'hui, ça s'est énormément développé.
Ouais. Et même en salon, on fait jouer des gens tout seuls, des gens qui vont essayer, voir si ça marche. C'est des petits salons où il n'y a personne. Oh non, après, moi, je pousse jamais à la consommation, ou je vire jamais les gens des tables. Dès qu'ils s'amusent, je préfère avoir une personne qui passe 2 heures super, plutôt que 2 fois des groupes de 3 ou 4, un peu poussifs, et qui finalement n'étaient pas trop chauds pour jouer, et qui s'amusent pas plus que ça. Et donc, la partie solo, elle demande quand même un effort, parce que là, quand on est plusieurs, le jeu vous incite à partager la lecture, à partager les rôles, à partager la manipulation de matériel. Et du coup, l'effort intellectuel, il est diffus. Et donc, on va se concentrer sur ce qu'on vit. Tout seul, il faut gérer tous les persos, il faut gérer tous les pions, il faut oublier aucun point de règle. Et c'est vrai que moi, c'est l'aspect qui me pose problème quand je suis tout seul. J'ai tendance des fois à dire, je suis où là? Oh, allez, j'ai pas fait l'action, je refais une autre truc de la main, et puis... Exactement. Et donc là, s'il y avait quelqu'un à côté, il dirait, non, t'as déjà joué, et c'est évident, et tu poses pas la question. Et après, il manque ce volet d'interaction. Oui. Mais en fait, c'est un truc que, quand tu discutes avec des joueurs solo, ça leur pose aucun souci parce qu'ils jouent toujours dans ces configurations-là. Donc pareil, ils s'entraînent et ils savent qu'ils prennent plaisir là-dedans. Et le jeu s'y prête bien en fait. Mais dites-nous dans les commentaires si vous jouez plutôt en solo. On est très curieux de découvrir ça également. Je me demande si c'est pas plutôt la lecture qui change. Parce que quand tu lis pour les autres, tu lis en mettant le ton et ça t'immerge un peu plus dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui lisent mal, tu sais. Oh, quand même, je pense que quand on joue à plusieurs sur un jeu narratif, tu fais l'effort de bien lire. Quand tu joues tout seul, tu lis dans ta tête, et du coup, est-ce que tu perds pas ce côté un petit peu théâtralisé de la lecture? Un peu, et puis tu as les réactions des gens aussi. Quand tu as un texte qui est un peu dramatique, si tu es seul face à ton texte, alors que si tu as les réactions des gens, et si toi tu passes à côté d'un truc qui fait un peu peur, et que celui d'à côté a un peu plus peur que toi, tu vis sa peur. Mais exactement, oui, tu vas un peu plus partager ce genre de choses. Alors, on a parlé d'Heredity. Pour ceux qui ne connaissent rien, ni la première boîte, ni la deuxième, vous voyez, vous pouvez découvrir directement. Vous savez qu'il y a une suite aussi, c'est sympa, parce que si on se lance sur l'une des 2 boîtes, c'est plutôt rassurant de se dire je vais pouvoir poursuivre l'aventure si j'adore le jeu. C'est suivi. L'éditeur, il est là, il continue à travailler sur ce jeu. Et pour ceux qui ont déjà fait la première boîte... Que tu viens de taper violemment. Oui, et vous avez déjà fait la première boîte. Et cette deuxième boîte, qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle apporte des choses nouvelles en termes de sensations? Est-ce qu'il y a un discours qui est un peu différent? Alors, il y a la durée des parties. Soit on fait une grosse session de 4 heures, soit on fait 2 sessions et on a une sauvegarde au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Cette session-là, c'est un élément important de ce qu'on voulait mettre dès le départ dans ce scénario-là. Donc, il y a un twist à la sauvegarde qui sera très vite éventé, mais qui est assez rigolo et qui, pour nous, raconte un truc assez chouette sur cette famille. Et après, comme à chaque scénario d'Heredity, on joue à un endroit différent, on rencontre des gens différents. Il y a de la mécanique qui va s'ajouter un petit peu à chaque fois. Donc c'est très souvent soit la première carte de mise en place qui vous donne un peu de règles en plus. Donc là par exemple on a de l'asymétrie entre les persos. Les gamins peuvent pas se battre à main nue mais ils peuvent se faufiler à des endroits où les adultes passent pas. Donc ça donne une manière différente de jouer et de coopérer. Et ensuite l'extension s'appelle souvenir pour 2 raisons. Parce qu'on vit un souvenir de cette famille et parce qu'il y a une mécanique qui est liée au souvenir des rencontres qu'on a faites ou des choix qu'on a faits et qui va avoir une influence sur le déroulement des 2 scénarios. Donc là, on s'est arrêté avant, donc vous n'avez pas vu ça, mais certaines actions ou certains choix vont faire intervenir des cartes qui vont rester collées et ancrées au-dessus des personnages. Et selon les cartes qu'on a actuellement sur le personnage, on aura tel ou tel déroulement dans les scénarios. Donc voilà, ça évolue un petit peu. Puis il y a ce personnage qui veut bien nous aider, mais qui nous demande de lui trouver des contrepétries. Ça, je trouve ça extraordinaire. Jouer avec Martin, c'est une expérience, je vous le dis. Alors, on va pas rentrer plus dans les détails, à moins qu'il y ait des choses incroyables à nous dire sur ce Heredity-là. Moi, je m'attendais à ce que tu donnes une des contrepétries de Phil. Molita, on l'a pas encore trouvé, on ne sait pas où est Phil, donc on peut pas le découvrir encore. C'est contrepétries. On va pas rentrer plus dans les détails d'Heredity. Ouais. Par contre, tu travailles sur d'autres choses. Tu peux nous teaser un petit peu pour ceux qui n'ont jamais entendu les prochaines boîtes qui peut-être arriveront un jour. Alors, n'attendez pas ces prochaines boîtes. Découvrez le jeu, ça vous créera des envies de découvrir la suite aussi. Actuellement, si vous venez nous voir en salon, vous allez pouvoir tester une version alternative du premier chapitre. L'idée, c'est façon what if, comme on a pas mal dans la science-fiction. Et si l'histoire s'était déroulée autrement, là, dans le premier chapitre, vous allez vous faire bousculer et il va se passer un événement qui va bouleverser la vie de cette famille. Là, c'est l'inverse. C'est vous qui bousculez vos agresseurs. Les gamins vont prendre le pouvoir dans la famille de manière un peu plus humoristique. Et l'histoire va s'arrêter au premier chapitre, parce qu'en fait, vous aurez botté les fesses des agresseurs. Et ça, on peut le faire même si on a déjà joué la version de base, c'est pas gênant de venir jouer à ça? Non, en fait, c'est même plus rigolo. Ça, pareil, tout à l'heure, vous me demandez c'est quoi le processus créatif là-dedans. Il y a l'intention de départ, il y a la réalisation, et là, au final, on se rend compte maintenant que le scénar est quasiment terminé, qu'il y a plus de la moitié des cartes qui changent. Donc en fait, c'est assez rigolo de voir les deux,
Parce qu'on va se surprendre soi-même en étant persuadé qu'ici, il va y avoir ce truc-là, et en fait, le jeu nous surprend. Et des fois, on tombe sur ce qu'on attendait, mais pas tout à fait de la même manière. Donc en salon, ça marche très bien, c'est un peu plus court. Et on a un peu mis d'huile dans les rouages sur les trucs qui étaient pas si fluides que ça, et c'est un peu plus court. Et voilà, le ton plus humoristique fait que c'est assez chouette. Et ça, vous devriez trouver ça en boutique normalement au printemps prochain ou avant l'été. Avant Pour l'achat, tu veux dire. Exactement, ouais, ça va être une petite boîte dans ce format-là. D'accord. Et là, ça va être un test sur ce format. Là, par exemple, c'est une extension, vous avez besoin de la boîte de base. L'autre, c'est vraiment une manière de découvrir le jeu. Donc, si vous avez la boîte de base, vous aurez un meilleur matériel, des pions en bois et tout ça. Sinon, c'est un stand-alone et vous aurez des pions en carton au lieu des pions en bois et on peut tout à fait jouer. Et t'as un peu inventé la console de jeu quand même. Hein. On a la console de base ici, de temps en temps, pour rajouter, là ça se branche là, et puis c'est vous la manette. Ouais, si ça marche et que les histoires sont cool et que les gens s'amusent, ouais, c'est cool. Ouais. C'est un petit élément supplémentaire qui va se rajouter. Et puis, tu nous as dit que tu travailles sur d'autres scénarios. Ce scénario dans un univers Barbie, c'est ça? Ouais, Ken et Barbie, exactement. Ouais. Non, tu dis non, pas du tout, Martin, t'as mal compris. Non, pas du tout, Martin, tu l'as très bien compris. Alors, tu as très bien compris, il a dit. C'est dans quel univers? Non, ça va être du western horrifique. Le point de départ, c'est la série télé Deadwood, par exemple, ou du Stranger Things. Ouais. On va avoir un groupe d'ados qui est rejeté d'un monde des adultes, qui a des problématiques d'adultes. Le pouvoir, l'argent, des choses un peu ennuyeuses pour des gamins. Et donc les gamins vont se réfugier dans un monde fantastique, sauf que le monde fantastique, c'est pas ni Alice au Pays des Merveilles, ni Totoro, ça va plutôt être le cinéma de Del Toro. Et donc les gamins se retrouvent happés dans un monde qui leur fait peur, et finalement coincés entre un monde qui les rejette alors que il leur ressemble, et un monde qui les accueille alors qu'il leur fait peur. Ils vont devoir évoluer là-dedans avec une aventure qui va arriver et tout ça. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais tu réutilises ta console de jeu pour nous envoyer dans d'autres univers. C'est un jeu à univers, c'est ça qu'on apprécie aussi dans Heredity. On va s'arrêter là pour cette présentation. Vous avez déjà, j'espère, l'eau à la bouche, l'envie de vous replonger. On est un petit peu entre deux saisons, là. Le moment où on attend, on commence à teaser la saison suivante. C'est la bande-annonce. Merci beaucoup, David. Merci à vous pour l'accueil. À chaque fois, c'est très chouette de venir ici. Et merci pour les infos et le jeu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao.